Bah, tout naturellement, c'est plutôt vers des alpinistes qui s'étaient tournés pour proposer les chambres qu'il avait. Voilà comment j'ai connu Lionel. Et Lionel avait quitté Chamonix pour écrire son livre Les Conquérants de l'inutile. Alors il travaillait beaucoup, hein, dès 7 heures du matin il était au Turf, et puis le soir en général vers 5 heures, il arrivait et il me balançait ses feuilles et il me disait tiens Lisa tu me diras si c'est intéressant, allez viens il y en a marre, on va grimper. Donc on allait à l'école d'escalade de Grenoble, c'était des blocs qui sont interdits là maintenant. Voilà. Tu étais un Et des puis premiers ensuite, lecteurs des Conquérants inutiles. comment? D'une certaine façon, tu as été le premier lecteur des Conquérants inutiles. Ah bah oui, 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 oui. Et puis ainsi que son cousin Michel aussi, parce qu'il est très souvent chez son cousin Michel qui habitait Grenoble et qui avait grimpé avec lui autrefois. Vous avez fait une expédition Voilà, ensemble. puis Lionel, souvent me disait, bah viens, on va aller faire une course dans le Vercors. Il ne connaissait pas le Vercors et il avait été très heureux de découvrir le Vercors. Lionel aimait énormément grimper. Il avait toujours tout son matériel dans sa voiture et dès qu'il pouvait. C'était l'époque où il faisait beaucoup de conférences. Et il se débrouillait toujours pour aller dans une école d'escalade, entrer en contact avec des grimpeurs dans la ville où il faisait ses conférences et ensuite il allait grimper. Ça, il aimait terriblement grimper. Voilà, Du donc, coup, moi j'ai grimpé avec Lionel assez souvent. C'était très agréable parce que Lionel, si on voulait faire toute l'escalade en tête, on pouvait le faire, sauf de temps en temps. Il disait tiens, pousse-toi, je vais faire cette longueur en tête. Et puis, c'est pas un excité, c'est arrivé qu'on reste, je me rappelle au Montéguy, à la loi du 29 mai, on était resté peut-être à 1 heure assis sur une vire à discuter. Et voilà, puis on avait repris l'escalade. C'était très 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 agréable hein, de grimper avec Lionel. Et c'est grâce à lui que j'étais allé en Alaska faire la première ascension du mont Huntington. S'il n'y avait pas eu Lionel pour proposer mon nom, j'ai jamais été un alpiniste extraordinaire. J'ai fait des jolies courses, mais s'il n'y avait pas eu Lionel, je ne serais pas allé faire l'ascension du mont Huntington. c'est pas la place de Non, 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 non. C'est à Chamonix. Moi j'ai rencontré Odette à Chamonix, oui. Odette faisait un stage avec le club alpin de Marseille. Il y avait un stage très fort. Il y avait François Guillot, Jacques Kiel, Coquegno. Qui avait Ah non, c'est après que j'ai. Non, 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 ça c'est après. Non, non, il y avait un stage qui était bon, mais il n'y avait pas encore toutes ces lumières de l'alpinisme et du Verdon. Odette c'était un stage de la Fédération française de la montagne pour faire passer le diplôme d'initiateur club de montagne. Mais Odette suivait le stage, mais elle avait déjà son diplôme. D'accord, et vous allez faire Et ben voilà, et j'ai fait affaire avec Odette. Je suis tombée sous le charme. Voilà, et ça va durer 40 ans 42 ans de collaboration. C'était en 63, on s'est mariés en 64. Voilà. Ah oui, mais c'était un coup de foudre quand même alors. Bah, un coup de foudre, je ne sais pas si c'était un coup de foudre. Bon, on a trouvé que on pouvait bien s'entendre. Enfin, en tout cas, tu écris dans ton livre que c'était pour toi un cadeau de la vie. Oui, parce que ça a quand même bien marché. Odette était quand même très forte alpiniste. Elle avait fait le Grand Capucin. À cette époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes qui avaient fait le Grand Capucin. Des choses comme ça. Elle était très très brillante en neige, glace, céramique. Elle allait très très vite là-dedans. Qui n'était pas habituel en général à cette époque. D'ailleurs, les professeurs de l'ENSA lui avaient demandé si elle ne voulait pas aller faire son stage de guide. Ah, oui. Dédé Simon qui t'avait demandé. Bon, elle aurait très bien pu, c'était pas la mode, mais sinon elle aurait eu son stage haut la main parce que
elle allait particulièrement vite, spécialement à la descente. Alors quelqu'un, ça bricolait pas. Comment est-ce que vous êtes passé de la neige au Elle sable? avait bien plus vite que moi. Comment vous êtes passé de la neige au sable tous les deux? Vous avez grimpé ensemble, vous avez fait du ski, et puis un jour vous êtes allé... Bah oui, parce qu'Odette n'avait jamais skié. Hein. À 23 ans, elle ne savait quasiment pas skier. Et 6 ans après, elle était monitrice diplômée. Elle était monitrice à la Plagne aussi. Donc elle avait un bon professeur. Je dois dire, mais j'avais une bonne élève aussi, hein, parce que Odette écoutait les conseils. Non, mais et pour puis, moi, c'était aussi, surtout le seul tu allais moyen quand même en de cours. faire autre chose que... J'avais une licence d'enseignement des sciences nat. Et si je devais vivre en montagne, je ne vois pas bien ce que je pouvais faire. Donc, plutôt que d'être secrétaire dans une école de ski, je m'étais dit, mais attends, il faut apprendre à skier. Et puis, ça me plaisait. Voilà. En Algérie, non? D'abord, je crois qu'il faut dire qu'avec un guide dont je parle dans mon livre, Max Puissant, on avait monté, et c'est sur les idées de Max, on avait monté le bureau des guides de Grenoble, et on pensait que ça allait marcher correctement, et puis en définitive, on a passé, on était quasiment tous les soirs au syndicat d'initiative, c'était là que je trouvais notre bureau de guide, mais en fait, j'ai dû faire 2 courses avec le bureau. On a dit, bon, il faut faire autre chose. Et c'est là, nous on avait l'habitude du ski de randonnée, et lui en avait beaucoup fait en amateur, mais il était plus âgé que moi, il avait 7 ans de plus, et il était guide depuis longtemps, lui. Et moi aussi, j'avais fait quand même pas mal de ski de rando, j'avais fait aussi la traversée des Alpes à ski. On a dit, on voyait bien qu'en Autriche, les guides se débrouillaient bien. Non, en France, non, il y avait l'UNCM, ce qui est devenu l'UCPA, mais il n'y avait pas, les guides ne proposaient pas de randonnée. Et comme ça, les individuels, allaient faire ce qu'il y avait Chamonix-Zermatt, Nice-Briançon, la Vanoise, voilà, mais ça n'allait pas très loin. Et nous, du coup, on s'est dit, tiens, il y a un créneau, puisque les Autrichiens, là, ça marche bien, ils ont un catalogue. On s'était lancé comme ça en 64. Et ça avait bien marché, puisqu'on avait jusqu'à 200 clients, on n'arrêtait pas. Hein, de fin janvier au 15 juin, on faisait du ski de rando. Mais bon, vous êtes quand même allé dans le désert. Et après... Oui, après on est allé dans le désert. C'est vrai que... parce qu'à l'automne, on n'avait pas de travail. Mon père m'avait toujours fait lire, et mon père qui n'était absolument pas sportif, et qui avait très peu voyagé, lui c'était la peinture et l'enseignement du dessin, me faisait lire énormément de bouquins d'aventure, de récits d'expédition, donc moi j'avais lu quand même beaucoup de choses sur le Sahara m'intéressait beaucoup, ainsi que le Grand Nord américain. Et Sahara, j'avais lu les grandes expéditions de la fin du 19e siècle, du début du 20e, voilà, plus sans parler des ouvrages de Frison Roche aussi. Je savais que c'était ce pays-là qui m'intéressait. Et avec Odette, on voulait y aller, surtout chez les grimpeurs. Tout le monde allait grimper au moins une fois dans sa vie au Regard. Donc on a fini par trouver une occasion avec un pilote d'Air Algérie qui était à la Plagne, enfin qui venait passer ses vacances à la Plagne. Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti la première fois dans la Tassie Nagère. Voilà, et puis ensuite on est allé 2 fois, on est retourné l'année d'après, ça c'était en 67, on est retourné au Regard en 68 pour grimper, et également dans la Gère, et ensuite il y a des clients des clients de ski de rando, qui nous ont demandé de leur organiser, nous leur raconter nos voyages, et de leur organiser des voyages au Sahara, c'est comme ça qu'on a commencé.
comme ça qu'est né petit à petit Hommes et Montagnes, l'agence de voyage que vous avez montée tous les deux. Oui, mais d'abord on a travaillé des années, on peut dire qu'on était agence, mais on était couvert par la SNCM, enfin la compagnie de navigation mixte d'abord, puis ensuite c'est devenu SNCM, Société Nationale Maritime Corse Méditerranée. Nous, ça nous cassait les pieds d'être agence. Hein. Ce qui nous intéressait, c'était d'organiser les voyages, voilà. Là, mais on fonctionnait comme une agence. Très important, c'est Abdoulaye qui a été ton Touareg qui t'a. J'ai eu de la chance de tomber par un frère qui était à Screm, donc l'ancien ermitage du père de Foucault. J'étais tombé sur un frère, Henri Wallum, appelé Riquet, et je lui avais demandé s'il ne pouvait pas m'indiquer un guide. Ça c'est en 68 pour les premiers voyages que j'allais faire. Et il m'avait dit si, moi je connais un jeune d'Agrali, un Touareg d'Agrali, qui se débrouille en français et qui pourrait faire ton guide. Voilà, c'est comme ça que j'avais rencontré Abdoulaye, mais en 69, la première année où on a fait le voyage, il n'était pas venu parce que il fallait nourrir sa famille. Et bon, il s'était dit, et son père lui avait dit, bon ben ce monsieur va venir peut-être une semaine, 15 jours, et après. Donc du coup, il était reparti, ça ne l'intéressait pas trop, parce qu'il en avait marre de ses caravanes. Il était reparti dans la Madrore chercher du sel, avec la caravane des Dagali, et pour l'emmener au Niger, échanger ce sel contre du mil. Mais c'était une caravane qui était très 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 longue, en tout ça faisait 2 mois d'été au moins, ça faisait 6 mois de caravane en gros, quoi. Et donc c'était pas de la rigolade. C'est à ce moment-là, toi, que tu as décidé d'apprendre à parler la langue c'est-à-dire qu'au début on parlait pas grand-chose, mais on avait la chance d'être avec un ancien méhariste, militaire, Abdelkader Ben Ahmed Chelali, qui, lui, se débrouillait en français aussi, et qui était très fort en chameau aussi. Du coup, ça a été, au départ, plus qu'Abdallah, notre professeur de tout. C'est lui qui nous a introduit quand même dans le monde Touareg aussi. Oui. Et la deuxième année, c'est Abdallah qui est venu. Bon, pour la première année, c'est son père qui était venu comme guide. Son père avait été guide de. Comment il s'appelle célèbre ethnologue, Mallory. Parce que Mallory n'avait pas commencé dans le nord, au Groenland, il avait commencé sa carrière d'ethnologue au Sahara, au Hogar. Et puis la deuxième année, voyant que je revenais, voilà, Abdallah est devenu notre guide. Voilà, et c'est. Enfin, notre guide, pas simplement notre guide, on a quand même bien appris la Tamac avec lui, on a appris quand même énormément de choses avec lui. Le chameau, j'ai beaucoup appris aussi avec lui. Parce qu'il faut dire qu'il fallait absolument, pour respecter les Touaregs, bien savoir monter à chameau et aussi participer à des courses. Participer à des courses, c'était pas une obligation. Bon, ça m'amusait. Moi, j'ai toujours aimé la compétition. J'ai beaucoup joué au ping-pong quand j'étais jeune, à haut niveau. J'aimais les courses de ski. J'étais pas fort à ski, je me cassais toujours la gueule dans les descentes. Enfin, j'aimais beaucoup les compétitions. Comme j'étais tombé avec des maniaques de la course de chameau, parce que tous les Touaregs ne sont pas bons au chameau, faut pas croire. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Bon, d'accord, ils trottinent, mais ça ne va pas tellement plus loin. Mais j'ai eu la chance d'être avec des super champions. Et, donc là tu as vécu la vie du lycée. Et la grande idée, je ne sais pas dans quelles années c'était, dans les années 69-70, c'est de se dire, je ne sais pas à quel moment vous avez pensé ça, que les voyageurs, les touristes,
allaient aimer cette vie, partager cette vie rude des nomades et voyager autrement. Parce que là aussi, ça n'existait pas, ce type de voyage. Ça existait à peine, tu vois, ça existait à peine. Bon, les gens de Tamaracet suivaient en gros la route pour monter à la Scrème, et il n'y avait pas de variété. On aurait dit que le Sahara c'était un tout petit pays, quand rien que le Hogar c'est déjà grand comme la France. Mais c'est vrai qu'on n'exploitait absolument pas les possibilités. À Jeannette, on montait sur le plateau, voir, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait voir les peintures rupestres les plus proches, bon, très intéressantes et très belles bien sûr, mais enfin c'était réduit comme circuit. Alors on a voulu faire autre chose, mais grâce, c'est vrai que et grâce à Abdallah, parce qu'Abdallah a compris qu'on voulait faire quand même d'autres choses. Bon, lui connaissait bien le Hogar central, et du coup on est allé un peu partout, malgré les problèmes que ça créait chez les personnes plus âgées. Ils disaient, oui, vous allez fatiguer les chameaux, regardez, c'est la sécheresse. C'est vrai qu'il y a eu des tours où on a laissé 5 chameaux sur le terrain, hein, parce que les bêtes n'avaient pas assez à manger, donc c'était... On les a laissés pour qu'elles se reposent.